Faire un nouveau lit, sans creuser, peut se faire de tant de façons, et beaucoup dépend des matériaux que vous pourriez avoir à portée de main ou que vous pourriez acheter, procurer, peu importe. Le principe est le même. Il s'agit de perturber le sol au minimum. Donc, quoi qu'il pousse, et dans ce cas il y en a beaucoup, je les appelle des mauvaises herbes, mais c'est aussi ce qu'on appelle de l'herbe. Il y a ici du bouton d'or rampant. Les pissenlits sont des mauvaises herbes vivaces. Leurs racines survivent à l'hiver. Ils continueront à pousser, s'il fait assez doux, ou si le modèle de croissance de la mauvaise herbe le permet, comme avec l'herbe, le bouton d'or, le pissenlit. Dans notre climat ici, ils continuent à pousser, mais très lentement pendant l'hiver. Contrairement à d'autres mauvaises herbes qui disparaissent en hiver, mais dont les racines subsistent, comme le liseron. Il y a du liseron ici. Vous ne le voyez pas actuellement, car c'est l'hiver. Nous sommes fin décembre, zone climatique 51 nord, environ 8, océanique tempéré. Et ce que je fais ici, c'est pailler ces mauvaises herbes. Pailler signifie mettre quelque chose dessus pour faire l'une des deux choses, ou les deux. Priver ce qui pousse de lumière pour le tuer lentement, parce qu'il ne peut plus pousser dans l'obscurité. Ce seraient les mauvaises herbes qui meurent sous le paillis, qui est le matériau de surface. Et des paillis, comme le compost, nourrissent également la vie du sol. C'est donc une autre facette du paillis. Si c'était du polyéthylène noir qui est un paillis, il ne nourrirait pas la vie du sol. Son seul rôle serait de priver les mauvaises herbes de lumière pour les tuer efficacement. Mais ce que j'utilise ici à la place de, disons, du polyéthylène, c'est un matériau fait de laine. C'est un matériau propriétaire que vous pouvez acheter comme paillis pour tuer les mauvaises herbes. Le hic, c'est que c'est assez cher. Je n'ai pas vérifié le prix récemment, mais je pense qu'il pourrait y avoir 30-40 livres de laine là-bas. C'est comme acheter un tapis assorti à votre jardin. Et en réalité, beaucoup moins cher que ça. C'est du carton, c'est ce qui se passe ici. On me l'a donné pour expérimenter, pour essayer. Il est fait de laine de mouton du Lake District, dans le nord-ouest de l'Angleterre, où les agriculteurs sont maintenant si peu payés pour leur laine. Ils cherchent d'autres utilisations pour celle-ci. La société Dalefoot est un bon exemple. Elle fabrique un excellent compost à partir de laine et de fougères. C'est un très bon équilibre dans un mélange de compost. Celui-ci s'appelle mouton de cheminée. Ces personnes fabriquent aussi un produit pour boucher les cheminées et conserver la chaleur. Bref, vous pouvez constater la situation. Cela fait environ 3 semaines et demie qu'il est en panne, et l'herbe et les mauvaises herbes jaunissent parce qu'elles manquent de lumière. Et après un certain temps, qui dépend de la vigueur de la mauvaise herbe meurt. Je dois découvrir à travers cette vidéo dans quelle mesure on peut planter dans du compost déposé sur le dessus de la line. Et ensuite vos plantes y prennent racine. Et en gros, vous faites un lit avec très peu de temps et d'effort, mais un certain coût si vous achetez la laine, ou très peu de coût si vous utilisez du carton. Et le carton avec du compost dessus a en fait prouvé qu'il fonctionne extrêmement bien. Tout ce que je fais ici, c'est varier un peu les options, afin que nous puissions en savoir un peu plus sur ce qui fonctionne. Celui-ci est en jute, fait de jute, que je n'aime pas trop parce que c'est un matériau importé, vous savez, plutôt qu'un matériau local. Un inconvénient du carton est que nous ne savons pas toujours ce qu'il contient, à part le papier, comme des colles et du ruban adhésif. Maintenant, si tout va bien, c'est du ruban organique qui se décompose. Sinon, enlevez-le. Si c'est du plastique, décollez-le du carton avant de le mettre au sol, c'est préférable. Et voilà pour l'instant. Donc c'est en cours. Nous reviendrons ici quelque part à la fin de l'hiver ou au printemps pour voir ce qui s'est passé. Mais ce que je pense, c'est que nous mettrons plus de compost pour faire un lit pour semer et planter. Ceci est du compost de déchets verts fait à partir des déchets de jardin des gens du coin, un produit local que vous pouvez acheter pour un certain montant en livres ou en dollars par tonne. Je vais mettre la prochaine couche de compost fait maison. Ça pourrait être entièrement du compost fait maison. Ça pourrait être de la moisissure de feuilles. Cela pourrait être n'importe quel type de matière organique plus ou moins décomposée, comme du fumier d'animal.
Il y a très peu de règles à ce sujet. C'est ce que vous utilisez réellement qui affecte légèrement ce que vous pouvez réellement cultiver la première année, c'est tout. Et l'essentiel est de tuer les mauvaises herbes à ce stade et d'obtenir une récolte si tout va bien en même temps. Nous reprendrons cela sous peu. Nous sommes maintenant le 16 mai et vous pouvez voir comment les parterres ont un peu changé. Nous avons ajouté plus de compost et planté des pommes de terre. Et les mauvaises herbes repoussent un peu, mais en réalité pas trop. Et je pourrais vous montrer un peu comment elles se portent. Nous nous débrouillons en ajoutant plus de carton sur le chemin. Nous avons mis plus de carton autour du bord du lit parce que c'est toujours quelque chose à penser. Ce sont les bords. Les mauvaises herbes vont se répandre à nouveau ici. Il y avait en fait une ligne de carton ici, sous ce morceau de bois, qui était juste le seul but du bois, est juste de maintenir le carton en place. Il ne retient aucun compost et il ne sera pas là pour toujours. Vous savez, je cherche à obtenir à la fin une bordure nette et en fait nous devons mettre plus de carton sur une autre petite bordure. Et je pourrais même l'étendre un peu plus loin parce que vous savez, les mauvaises herbes se propagent toujours. Donc si quoi que ce soit, vous devez continuer à gagner un peu de terrain avec votre bordure. C'est donc quelque chose à garder à l'esprit. Et nous tondons le bord tous les 10 jours environ avec une tondeuse à gazon. Si vous n'avez pas de tondeuse à gazon et que vous avez de l'herbe, vous devez trouver un moyen de la garder raisonnablement courte, car plus elle est haute et forte, plus elle est capable de se propager dans vos parterres et surtout des choses comme le gazon de Bermude. Ici, nous avons du chien-dent de différents types de graminées vivaces comme ici. Et ils sont à la limite, ce qui explique pourquoi le paillage n'a pas été très efficace. En fait, c'est plutôt une sorte d'herbe annuelle, ou peut-être vivace, d'une certaine sorte. Il y avait de l'herbe de canapé ici avant, mais presque plus maintenant. Le paillage a été très efficace. Cependant, les mauvaises herbes comme le liseron continuent de pousser. Et beaucoup d'entre vous connaîtront celui-ci. Donc, la façon dont je traite cela est de passer en dessous. Nous ne l'avons pas vu en décembre parce qu'il était en dormance à ce moment-là. Et vous pouvez voir que je n'ai même pas sorti, l'ancienne racine principale est en dessous. Mais si on continue à faire cela de temps en temps et que vous sortez juste autant, cela affaiblit la racine parente et elle grandit de moins en moins, disons, sur 2 ans. Et ça, je suis ravi de le composter. Je trouve que cela se décompose bien. Et c'est un conseil qui fait gagner du temps. Et puis pissenlit, donc ça continue de pousser. Et encore une fois, j'ai juste enlevé le haut. Je n'essaie pas de creuser trop profondément pour obtenir la racine parente, mais je sais que si je continue à m'occuper de ce qui pousse ici et essaie de pousser, cela affaiblit et affaiblit et affaiblit la racine qui est dans le sol jusqu'à ce qu'elle arrête de pousser. En fait, sous ici, c'est celui qui avait le paillis de laine. Et à cette extrémité, nous avons mis du compost fait maison. Donc nous avons 2 composts différents ici. Et je descends au fond du compost, en dessous du compost fait maison. Et ce que vous pouvez vous souvenir de décembre, c'était le compost de déchets verts. Le noir, en fait, il est très difficile de voir où le compost se termine et où le sol commence. Parce qu'il me semble que la laine s'est maintenant décomposée. Si je vais même un peu plus profond, donc je suis maintenant dans le sol qui était il y a 5 mois, de l'herbe et des mauvaises herbes. En somme, ce n'est que du sol. Donc ici, nous en avons un peu. Ici, on voit la couche d'origine recouverte d'un paillis noir. Et c'est un peu de vieilles racines de pâturage. C'est du sol maintenant. C'est un sol domestique qui poussait des mauvaises herbes collées il y a 5 minutes comme ça. Vient d'être paillé, couvert. Et vous pouvez voir comment c'est essentiellement un bon sol. Vous voyez à quel point c'est friable et doux. Il y a donc 1 ou 2 petites racines encore vivantes, mais la plupart des racines sont en train de mourir. Cela rend donc le sol ouvert à une nouvelle croissance depuis le dessus. Comme ces pommes de terre peuvent maintenant commencer à s'enraciner dans ce sol. Le jardinage en bac n'est pas aussi simple que de mettre du compost sur le dessus et laisser les plantes s'enraciner dedans. Cela permet à tout le sol de devenir vivant et disponible
pour tout ce que nous cultivons dessus. Les racines s'enfoncent dans le compost et le sol. Et une chose que je n'ai pas encore mentionnée, c'est le gel sur les pommes de terre. C'est ce qui cause ce brunissement. Nous venons de passer notre dernière date de gel hier. Et effectivement, nous avons eu du gel. Ici, à la mi-mai, c'est souvent la dernière date de gel et souvent une période de temps stable. En Europe, on l'appelle les seins de glace. Et c'est quelque chose à garder à l'esprit cette deuxième semaine de mai, la période froide. Et donc j'avais une polaire comme une couverture de rangée sur ces pommes de terre et cela les a sauvés d'un dommage bien pire. Le gel a en fait juste noirci les pointes ou principalement là où la polaire touchait le feuille. Les plantes n'ont pas été tuées. C'est un revers passager, moins grave qu'il n'y paraît. Alors ne vous inquiétez pas trop, mais il vaut vraiment la peine de faire cette couverture que j'ai faite pour réduire les dégâts. Et jetons un rapide coup d'œil à ce lit parce que celui-ci avait le couverture en jute. Oh, il y a aussi un peu de liseron à nouveau. Je l'enlèverai donc durant le processus. Et en fait, je vois pas mal de racines qui sont des pommes de terre. C'est donc encourageant. Maintenant, ce que je me demande, c'est si une partie du jute a survécu. Non, ce n'est pas le cas. C'est intéressant. C'est la première fois que je fais ça, tu sais. Je n'ai pas l'habitude de creuser des trous. Jette un œil. Mais c'est toujours intéressant de voir. Et là, nous l'avons encore une fois. C'est de la terre de ménagère, du compost sur le dessus. Et la couche est toujours visible, le genre de ligne de démarcation si vous voulez, mais ce n'est pas, ça va, tu sais, tout le temps maintenant, la vie du sol travaille pour intégrer ce compost dans le sol et la marge devient de plus en plus diffuse et cela devient comme un sol riche et merveilleux. L'autre type de mauvaise herbe à gérer est les graines présentes dans le compost que vous avez étalé. Et voici un exemple, mais il se trouve que c'est un très bon. C'est un pavot de Californie ou une Sculptia. Et donc je suis heureux de laisser celui-ci. Ce que nous avons fait, c'est un léger binage en avril lorsque nous avons planté les pommes de terre et il n'y avait vraiment pas beaucoup de mauvaises herbes car vous savez, je chauffe mon compost assez chaud et cela tue la plupart des graines de mauvaises herbes. Pas d'inquiétude si votre compost contient des graines de mauvaises herbes. Vous devez simplement les gérer. Les tenir quand ils sont très petits est idéal par une journée sèche et ils sont tous, le premier lot est tout parti. Vous devez faire cela 2 ou 3 fois et vous pouvez vraiment le nettoyer très rapidement en faisant cela. Et je vais terminer ici aujourd'hui avec juste un coup d'œil aux différents composts pour expliquer car cela sera très intéressant quand nous reviendrons, je dirais dans environ 8 semaines pour la récolte des pommes de terre. Ces pommes de terre sont des charlottes. C'est une deuxième récolte précoce ici, vers la mi-juillet, entre le 10e et le 15e. Et j'ai la comparaison avec ce compost par rapport à celui fait maison. On peut constater qu'il est plus grumeleux. Il y a quelques pierres et un peu de terre. Ce sont encore des racines de pommes de terre, c'est bien. Et très sec, nous avons eu beaucoup de temps sec. Et ceci, c'est le compost acheté qui est sorti d'un sac. Il était beaucoup plus noir lorsque nous l'avons mis. Il est basé sur ce que nous appelons au Royaume-Uni du compost de déchets verts. Donc il est doux et moelleux. Un état nutritionnel assez bon. J'estimerais que c'est similaire à cela, mais de textures différentes. Alors, ça serait différent pour les plantes à racines. Nous verrons à la récolte. Il est trop tôt pour se prononcer. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal de variations dans la croissance des pommes de terre. Et cela est en fait, je pense, plus lié à ma graine de pommes de terre que j'ai conservée à la maison. Charlotte que j'ai cultivée l'année dernière était dans un sac dans la remise tout l'hiver. La germination des graines de pommes de terre était très variable lorsque nous les avons plantées après le début de la germination. Alors, ne vous en faites pas trop pour l'instant. J'espère que ça s'équilibrera naturellement. Je soupçonne que ceux-ci rattraperont leur retard. Je pense qu'ils sont juste un peu plus lents à démarrer car ils ont moins germé, mais nous verrons. Ce sera intéressant à voir en juillet. Nous ferons une récolte avant de filmer en juillet et en laisserons une partie pour vous montrer également la récolte et ainsi nous pourrons avoir une idée du résultat final.
Nous voici maintenant, 8 semaines après avoir vu ce terrain pour la dernière fois, et je viens de couper les sommets. Ils sont tous dans la brouette là-bas. Cela rend simplement la récolte plus rapide et plus efficace. Et vous allez voir cela sur film, et ensuite je donnerai une brève conclusion, car il a été intéressant d'observer la croissance relative entre le côté jute, où il y a du jute sous le compost, et le côté laine. Et il n'y avait pas beaucoup de différence jusqu'à plus tard. Le dernier mois ou à peu près, le côté jute, les feuilles sont devenues plus pâles. Elles étaient le plus jaunes, suggérant que les plantes étaient... Je me demandais si elles n'étaient pas si facilement capables de traverser le jute, qui se décompose peut-être moins rapidement que la laine. Donc du côté de la laine, les plantes pouvaient s'enraciner plus facilement dans le sol. Donc nous avons eu des plants de pommes de terre qui s'enracinent dans un sol sans labour ici. Les racines, c'est-à-dire les racines ne sont pas les tubercules, nous récoltons les tubercules. La différence entre ces deux cause un peu de confusion. Donc vous avez des racines de pommes de terre qui peuvent facilement aller dans un sol desserré, mais les tubercules ne le peuvent pas. Ils requièrent des conditions douces pour croître. Donc ce que je m'attends à trouver ici, c'est que la plupart des pommes de terre sont assez accessibles près de la surface. Et c'est pourquoi j'ai même complété le compost avec un peu de la fougère. De la fougère compostée d'Alford, du Lake District en Angleterre. Les simplement déposées sur le dessus ou parce que le sol est assez ferme en dessous, les pommes de terre ont été poussées davantage vers la surface. Il y a des mauvaises herbes, comme vous pouvez le voir, nous avons à peine désherbé. Il y a de la renouée ici. Même la renouée est assez faible, en réalité elle ne fait pas grand-chose. Et il y a un peu de chiendin autour de un ou deux bords que je peux voir. Peu de choses à craindre, notamment au niveau des mauvaises herbes annuelles. J'en ai arraché un ou deux fin mai, début juin, et nous avons fait un désherbage de liseron en l'arrachant simplement, quelquefois fin mai et mi-juin. C'est tout, c'est assez envahi par le liseron ici, du moins ça l'était. Donc nous allons avoir un sol assez propre pour replanter. Des fuites, elles sont probables, peut-être même aujourd'hui si nous réussissons. Donc nous allons maintenant nous attaquer à la récolte et vous verrez quel est le résultat. J'ai fait quelques dégâts avec ça. Nous serons de retour tout de suite. Bien sûr, ouais. Trouve un grand. Voici donc la récolte de pommes de terre sans creuser. Nous n'avons pas remarqué beaucoup de différence lors de la récolte entre le compost de déchets verts achetés et le compost fait maison. Nous n'avons pas non plus remarqué de différence significative dans la pomme de terre. Peut-être que la rosée en avait en fait un peu plus. Nous allons peser ceci et mettre les totaux dans la description afin que vous puissiez vous y référer. Et quelle est la principale différence que j'ai remarquée en fait, et je veux la corréler avec... J'ai une photo des pommes de terre que j'ai plantées pour voir s'il y a une différence. Parfois, je trouvais des plantes qui avaient fait beaucoup de petites pommes de terre, ce qui est plutôt frustrant. Et cela prend plus de temps à récolter. Et elles ne se conservent pas si bien. Comparé à... Vous avez peut-être vu dans la vidéo, vous savez quoi, c'était notre plus grosse. Extraordinaire. Et cela aurait été à plat sur le sol. Cela n'aurait pas pu se passer ainsi car le sol en dessous est encore assez ferme. Comme cette patate que j'ai trouvée. Et il me semble que cela a commencé à se développer ici, où la pierre est sortie de la racine et a ensuite atteint le niveau du tapis. Et le lit de tapis, comme par hasard. Il ne pouvait plus descendre, alors il est allé sur le côté, et une pomme de terre, au fond plutôt plat, s'est incurvée. Mais il a continué à grandir, parce que même s'il y avait une sorte de limite,
dans l'espace pour que les pommes de terre se développent. C'est le sol en dessous. J'en ai trouvé un petit peu. Donc c'est en dessous du tapis. Et donc nous sommes maintenant dans le sol domestique et il est plein de deux sortes de racines. L'une est les racines de pommes de terre, les plus blanches et récentes. Et il y a beaucoup de racines plus pâles, plus fines là-bas, qui me semblent ressembler principalement à de vieilles racines de pâturage, des racines de mauvaises herbes, de l'herbe, peu importe. Et à mesure qu'elles se décomposent, le sol devient ouvert à de nouvelles racines qui arrivent très rapidement. Vous pouvez voir comment ce sol s'effrite. Il est à la fois ferme et très ouvert. Mais c'est ce que vous voulez, avec un sol sans labour, ferme mais ouvert. Vous pouvez marcher sur vos plates-bandes et vous ne les écrasez pas parce qu'elles sont fermes. Une structure permanente y réside. Et ce sol est aussi très sec, ce qui prouve, en tout cas pour moi, très clairement, comment les pommes de terre, il n'y a rien d'autre ici qui aurait aspiré cette humidité. Ce sont les pommes de terre qui aspiraient l'humidité du sol en grandissant. Donc ils ont réussi à traverser le tapis ou la toile de jute pour atteindre le sol en dessous. Il s'agit des racines de la plante de pommes de terre, pas des tubercules. Et ces racines peuvent absorber à la fois l'humidité et les nutriments. Nous avons arrosé ces plates-bandes 3 fois, peut-être 4 en mai et juin. Et aussi, nous avons eu 4,5 pouces de pluie de juin à début juillet. Donc le sol reste assez sec, même s'il n'y a pas eu une énorme pénurie d'humidité. Nous montrons que les pommes de terre sont incroyables. Elles poussent si vite et c'est pourquoi un sol fertile avec beaucoup de réserves d'humidité est vraiment bon pour les pommes de terre. C'est une culture exigeante. Et tout cela s'est produit en seulement 3 mois. 3 mois et un peu plus depuis que nous les avons mis en terre. Et il est maintenant temps pour une deuxième plantation. Il s'agira probablement de poireaux, mais cela pourrait être du chou frisé, du brocoli ou de la betterave si disponible. Diverses variétés de fenouil bulbeux et de Florence sont disponibles. Et il y a des graines pour l'année prochaine. Donc même certains de ces vers, vous pouvez les garder, je les mettrai de côté pour les utiliser comme graines en avril prochain. Charlotte, une excellente pomme de terre savoureuse qui se conserve bien. Et j'espère que vous avez aimé voir sans creuser d'un sol envahi par les mauvaises herbes en 6 mois à une belle récolte et ensuite une deuxième récolte à venir. Et voici la récolte finale par un matin brumeux en novembre. Le 22 novembre, donc presque un an depuis que nous étions ici, et juste pour revenir sur quelques détails de ce premier essai de choses comme j'ai mentionné à propos du ruban sur le carton, et il a effectivement disparu, ruban de papier. Donc tout était bien. La différence entre la laine et la jute. Eh bien, je ne sais pas si vous pouvez voir un peu ici. La croissance du lit de jute est un peu moins forte, mais c'est toujours très bien. Cela pourrait être dû à une petite différence de sol. Nous ne savons pas avec certitude, mais pour les pommes de terre, la récolte était juste en dessous de 27 kg pour la laine et juste au-dessus de 27 kg pour le jute. Donc vous pensez, eh bien, le jute a mieux réussi, mais ensuite je l'ai regardé, j'ai pensé, attends une minute, ce lit est plus large. Le morceau de jute qu'ils m'ont donné était plus large que celui en laine, ce que je n'avais pas remarqué initialement. Donc finalement, il y avait moins de kilogrammes par mètre carré de poireaux là où nous avons posé du jute par rapport à la laine. Et puis il y a un autre facteur en fait qui sont les arbres. Ce petit pommier ici, je ne pense pas qu'il soit assez grand pour vraiment commencer à nourrir ce lit, bien qu'il le ferait dans quelques années. Le cerisier plutôt plus grand juste là est assez grand pour qu'il puisse bien retirer un peu d'humidité de ce lit pendant les mois d'été principalement. Cela aurait affecté la fin des pommes de terre et le début des poireaux, mais cela ne changerait rien à présent. C'est donc là que se trouvent toutes ces, je ne les appellerai pas des essais, mais des comparaisons. Vous savez, il y a tellement de facteurs. En jardinage, vous pouvez avoir des idées, mais pas de conclusion définitive. Je pense que c'est très difficile, mais c'est toujours fascinant de comparer néanmoins. Et je dirais que la laine semble assez forte. Et puis il y avait la différence entre les deux composts. Le compost acheté, qui était en fait un compost de rempotage. C'était un peu flou sur le paquet, comment il se décrivait, mais il était fait de compost de déchets verts en Irlande en fait. Et celui-ci, du compost fait maison,
et ça me renverse. Les fuites de compost fait maison ne sont pas tout à fait aussi sombres et grandes que celles sur le compost acheté. Malgré ma déception personnelle du résultat, je suis ravi du compost fait maison et de la croissance générale de mon jardin. C'est donc juste fascinant de faire ces comparaisons. Et puis en regardant les fuites ici, vous savez, c'est incroyable en fait parce que cela fait moins d'1 an que c'était des mauvaises herbes et juste ce que vous voyez autour. Nous avons ensuite simplement recouvert le tout d'un paillis et de compost. Nous avons eu toutes ces pommes de terre, 54 kilos, et tous ces poireaux. Ces légumes ont poussé en seulement 4 mois. Je vais en récolter un pour vous montrer à quoi ils ressemblent. Et puis j'ai aussi sorti la balance de cuisine juste pour voir combien il pèse. Donc ce n'est peut-être pas toujours évident de comparer ou pour vous de vous faire une idée de la taille des choses. J'utilise ici une truelle qui a été fabriquée par un gars qui a travaillé ici il y a 3 ans, Finn McAleer, un type vraiment doué. Et il a utilisé un morceau du plus gros tube de cuivre qu'il a pu trouver et l'a façonné comme ça et autour d'un morceau de bois très fait maison pour faire la poignée. Et c'est en fait une très bonne truelle. Et parce qu'elle est joliment courbée comme ça, elle s'adapte autour de ses racines pour en couper la plupart. Et le reste, je le mets dans le compost. Et ensuite, je vais simplement élaguer un peu de l'extérieur et une partie de la feuille. On me reproche généralement sur YouTube de trop élaguer mes légumes. Mais c'est comme ça que nous le faisons. Avec les produits cultivés chez soi, on peut faire exactement comme on veut. Et j'étais même étonné l'autre jour, quelqu'un disait comment ils mangent les feuilles de carottes, les sommets de carottes, et l'ont toujours fait. Je croyais que c'était courant, alors je l'ai fait. Je n'y ai jamais pensé. Alors voilà, 3 beaux poireaux. Vous pouvez voir comment, avec le semis multiple, ils se courbent un peu parce qu'ils essayent tous de grandir vers la lumière et doivent sortir un peu pour le faire. Je vais poser ça ici. Vous ne verrez pas l'écriture. En réalité, je crois qu'elle est là. Parce qu'ils sont courbés, cela rend un peu plus difficile de les peser. C'est 400 grammes, un peu moins de 500 grammes. Donc un demi-kilo, c'est plus d'une livre en poids. Un morceau, il y a beaucoup de morceaux ici. Et il y a en fait environ 40 morceaux là-bas, multipliés par un demi-kilo. Une bonne vingtaine de kilos de poireaux sur chaque lit, en plus des 54 kilos de pommes de terre. Donc vous pouvez voir comment c'est une si belle méthode. Pas de creusage si simple à faire, obtenir une prise de n'importe quel compost. Vous pouvez, c'est le point de départ clé. Mais une fois que vous avez fait cela comme un investissement pour les années à venir, car la quantité de compost utilisée ici n'est pas énorme. Quand vous le regardez pour toute la fertilité, il apporte en continu et la quantité supplémentaire que je vais mettre ici. Les fuites se termineront en mars prochain, début avril, avec environ 3 cm, un peu plus d'1 pouce de compost. Et cela servira peut-être pour quelques carottes, suivies de quelques choux ou quoi que ce soit d'autre, de récoltes par an. En allant de l'avant avec de petites quantités de compost. Donc avec la méthode sans bêchage, la quantité de compost dont vous avez besoin en kilogrammes par kilogramme de nourriture n'est en fait pas énorme. C'est une méthode très économique en termes d'apport nécessaire par rapport à la culture des aliments, principalement parce que vous travaillez vraiment avec les systèmes naturels sans interrompre le fonctionnement du sol pour apporter de la nourriture et de l'humidité aux racines. Et je vous laisse avec cette belle pensée que faire moins crée plus.